cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je suis très heureux de vous proposer une nouvelle rencontre avec Marie de Henzel. Marie de Henzel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est notre 4e rencontre, Marie de Henzel. La dernière fois, c'était avec Stan Rougier. Il y a un lien entre vous puisque je l'ai rencontré à nouveau il y a quelques jours pour un épisode qui a été diffusé juste un peu avant notre rencontre. Marie de Henzel, vous nous aviez parlé du monde invisible, également de la vieillesse et de la manière dont nous l'accueillons plus ou moins bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la solitude, souvent liée à la vieillesse, mais pas seulement. Vous venez de publier un dictionnaire amoureux de la solitude, un livre très riche, très ouvert, très profond, qui va pouvoir accompagner la solitude subie ou choisie des lecteurs, par exemple pendant l'été qui s'annonce. C'est une belle lecture. Alors, en préparant l'émission, Marie de Henzel, je suis tombé sur une interview récente de Brigitte Bardot. Elle parle de sa vie et du luxe pour elle de pouvoir vivre sa vieillesse dans la solitude. Vous aviez pris connaissance de cette interview de Brigitte Bardot ? Non, vous me l'apprenez. Non, c'est assez étonnant parce qu'en fait, elle est assez dans la thématique de votre livre d'une solitude choisie, mais relativement heureuse, puisqu'elle ne se plaint pas. Elle dit d'ailleurs que c'est une des clés. Elle dit, bon, mon corps craque un peu de partout. Visiblement, elle a toute sa tête et elle est relativement heureuse et épanouie. Enfin, ça fait plaisir à lire, en fait, cette interview de Brigitte Bardot. Alors, vous êtes vous-même, Marie de Henzel, beaucoup penchée sur la vieillesse. On en a parlé lors des épisodes précédents de Zétéo. Il y a forcément un lien très fort entre la solitude et la vieillesse, surtout dans une société qui isole les anciens. C'était quoi votre motivation, justement, de faire ce dictionnaire ? Alors, c'est dans une collection, oui. Chez Plon, le dictionnaire amoureux. Oui, et c'est après mon livre « L'adieu interdit », que j'avais fait après le confinement, que cette décision a été prise, que j'écrive le dictionnaire amoureux de la solitude. Alors, je différencie bien la solitude de l'isolement, parce que l'isolement, il faut être bien, je suis très claire là-dessus, c'est un poison. L'isolement tue. L'isolement fait que les gens n'ont plus envie de vivre. C'est vraiment mortifère. La solitude, c'est autre chose. La solitude, c'est ontologique. Elle est propre à l'être humain. Nous sommes tous, en fait, profondément seuls devant les grandes questions de la mort, du sens de notre vie. Personne ne peut vivre notre vie à notre place, ne peut répondre à nos questions à notre place, ne peut mourir à notre place. Nous sommes, en fait, profondément seuls. Et donc, cette solitude ontologique qui est propre à l'humain, eh bien, il faut... c'est vrai que nous sommes dans une société dans laquelle la solitude a une image tellement négative. Je dirais, elle est associée à des choses qui font peur, comme vous dites, la vieillesse, le veuvage, je dirais l'isolement, justement, on les confond souvent. Et ce qui fait que beaucoup de personnes... seuls se disent que c'est pas normal d'être seul. Et vous avez choisi un dictionnaire amoureux de la solitude. On peut être amoureux de la solitude. Oui. Et puis je cite dans mon livre beaucoup de poètes comme Christian Bobin, comme beaucoup d'écrivains, Sylvain Tesson entre autres, qui chantent la solitude et qui montrent que c'est une force, une richesse en fait. Et on parlait des personnes âgées. Vous parliez de Brigitte Bardot, mais ça m'étonne absolument pas qu'elle puisse être heureuse dans la solitude, parce que les personnes que je rencontre, qui sont amies avec elles-mêmes, elles aiment leur solitude, elles en ont même besoin, elles la désirent. Et ce que je trouve de terrible, c'est que dans les EHPAD, souvent on ne respecte pas le désir de solitude des personnes qui sont là. On se dit que ce n'est pas bien, donc on a des réflexes comme d'allumer systématiquement la télévision pour les distraire, alors qu'en fait, ces personnes ont besoin de silence, elles ont besoin d'être en contact avec leurs souvenirs, avec leurs pensées, et tout simplement avec elles-mêmes. Parce qu'en fait, c'est Hannah Arendt qui dit que nous sommes deux, nous-mêmes et puis une personne à l'intérieur de nous. Et il faut créer le dialogue.
en fait, la solitude, c'est ce qui permet le dialogue avec soi. Et ce dialogue avec soi, c'est vrai que la vieillesse, c'est peut-être la période rêvée, idéale, pour établir ce dialogue avec soi. Parce que quand on est plus jeune, on est happé par tellement d'obligations, tellement de sollicitations partout, que beaucoup de personnes, d'ailleurs, n'arrivent pas à être seules. C'est pour ça qu'elle peut être aussi désirée, que vous avez des personnes qui vont chercher des endroits, de vivre des retraites, des vacances de l'âme, comme je dis dans le livre, qui rêvent d'un ensauvagement aussi, qui vont partir au fond des bois, dans une cabane. Il y a ce besoin de silence, de se retrouver avec soi-même, parce que la solitude, c'est ce qui va permettre l'approfondissement de soi, d'aller à la rencontre de soi-même. Alors, vous avez bien fait la distinction que vous faites d'ailleurs dans la préface du livre, Marie de Henzel, entre solitude et isolement, parce que c'est vrai que souvent, quand on pense à la solitude, on pense plutôt à l'isolement. Et le confinement que nous avons vécu et dont vous parlez en 2020, à cause du Covid, a été un électrochoc. Et il a aussi révélé notre vulnérabilité et les failles de notre société immenses par rapport à cette question et de la vieillesse et de la solitude qui s'est transformée en isolement effrayant pour beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui en sont mortes de désespoir. Oui. Et les familles, vous dites, des centaines de milliers de familles qui en ont subi qui en sont les victimes collatérales aussi. C'est ça, avec des deuils impossibles à faire. Mais le confinement, ça a aussi beaucoup fragilisé les jeunes. Je parle de cette détresse des jeunes qui, depuis le confinement, vivent souvent un isolement aussi. Ils ont ils ont perdu des amis, ils ont perdu le goût des contacts avec les autres. Enfin, il y a vraiment, c'est vrai que le confinement a généré des dommages très importants. Alors, vous donnez des clés. Il y a plus de 500 pages de clés. Il y a énormément d'articles. Il y en a peut-être pas 500, mais presque, parce qu'il y en a presque à toutes les pages, de A jusqu'à Z. On va en parler de quelques-uns, si vous le voulez bien. Oui. Vous donnez des clés, Marie de Henzel, et vous dites c'est un dictionnaire amoureux de la solitude. Vous avez donc choisi de faire une approche personnelle, subjective. Vous parlez d'une longue promenade amoureuse et solitaire, et qui commence par la lettre A avec accompagnement. Ça commence par l'accompagnement. Parce que, effectivement, la solitude, si tout de suite on parle d'accompagnement, on se sent peut-être moins seul. C'est-à-dire que l'accompagnement répond à l'isolement aussi. Oui. Parce que je pense que même quand on accompagne, il faut avoir conscience que l'autre est en fait profondément seul. Mais on est avec lui, avec sa propre solitude aussi, puisqu'on l'a tous. Et moi, je trouve ça beau de se dire que dans l'accompagnement, j'accompagne la solitude de l'autre, mais je l'accompagne à partir de ma propre solitude aussi. Donc, le lien vient de cette prise de conscience de la solitude. J'ai besoin de contact. Nous sommes des êtres de contact, c'est vrai. Alors, l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une présence auprès de quelqu'un qui accepte son impuissance. Parce que justement, je sais que je ne vais pas pouvoir combler la solitude de l'autre. Je le sais. Mais néanmoins, je suis là, présente, avec ma propre solitude, auprès de l'autre. Et c'est là qu'on se sent aussi, c'est un paradoxe, on se sent moins seul. Une question, Marie de Henzel, est-ce que vous donnez le sentiment d'aimer votre solitude ? Nous avons tous une part de solitude, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Vous avez toujours aimé votre solitude ? Non, ça a été un chemin. Oui. Non, j'ai été comme tout le monde. J'ai eu peur de la solitude. Moi, j'ai vécu 2 divorces aussi, qui à chaque fois, ce sont des séparations qui vous mettent dans une forme de solitude aussi. Je veux dire, je l'ai apprivoisé. Et c'est vrai que d'écrire dessus, moi, je pense que ce livre m'a énormément aidée aussi à être vraiment amie de ma solitude. Oui. Vous parlez de Marie de Henzel, je crois que c'est très important. Vous disiez tout à l'heure que la solitude est une expérience ontologique. Vous rajoutez dans le livre, elle est archétypique et essentielle. Et vous insistez sur le fait que c'est une expérience impartageable, mais indispensable. Il faut absolument qu'on en fasse tous l'expérience. Mais elle n'est pas partageable. Non, elle n'est pas partageable. Mais on peut s'accompagner, on peut s'aider. Voilà, on peut
ce qui est partageable, c'est le fait de savoir qu'on est seul. Oui, je suis seul, l'autre est seul, et néanmoins, nous sommes en contact, nous sommes en relation. Et à partir de là, parce que la solitude, c'est aussi, justement, c'est ce qui va permettre, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre aussi, c'est ce qui va permettre aussi la créativité. Et aucun créateur ne peut créer sans que ce soit à partir de sa solitude. Ils le disent tous, les peintres, les poètes, les écrivains. Ça part d'une part de soi dans laquelle on est seul. Donc ça permet la créativité, mais ça permet aussi des exploits. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrée Antarctique, la femme de l'Antarctique, Non. Qui est ma nièce, Laurence de la Ferrière, qui est la fille aînée de mon demi-frère, juste avant moi, et qui est la première femme à avoir atteint le pôle Sud. Ah oui, d'accord. Avec ski, traîneau, une voile, sans aucun téléphone, sans aucun moyen de contacter qui que ce soit, arriver au pôle Sud, traverser l'Antarctique. Je vais dire, elle a écrit d'ailleurs seule dans le vent de glace un livre magnifique sur cette solitude qu'elle a rencontrée là, mais qui lui a aussi, c'est d'assumer cette solitude qui lui a permis aussi de faire cet exploit. Alors, la solitude, vous parlez, Marie de Hensel, dans votre livre, d'une étape importante. C'était en lisant Jacqueline Kellen, cette expérience de la solitude que décrit Jacqueline Kellen, qui parle en fait d'un cadeau royal, esprit de solitude. Jacqueline Kellen, que les auditeurs de ZTO connaissent bien, qui est une habituée aussi, et vous décrivez une femme sauvage, émerveillée et poignardée en même temps, parce que, et quand on connaît Jacqueline Kellen, on le sait, la solitude peut être belle, courageuse, mais c'est aussi un endroit où la souffrance n'est pas absente. Oui, on peut pas écarter les épreuves au sein de la solitude. Non. Mais c'est peut-être d'ailleurs la meilleure manière, parfois, de les traverser. On les traverse, mais oui. Moi, le livre de Jacqueline Kellen m'a beaucoup aidée aussi. C'est pour ça que j'ai voulu lui consacrer une entrée, parce que je lui dois beaucoup. C'est la première c'est la première personne qui m'a aidée à avoir un regard différent sur la solitude. Parce que, comme tout le monde, j'en avais peur. En même temps, donc Jacqueline Kellen exalte la solitude, mais elle n'évite pas les écueils ou les dangers. Et elle parle aussi d'une tromperie dans le discours social que vous relevez dans cette entrée, dans cet article qui est dans votre livre à son sujet. Cette tromperie d'un discours social et parfois religieux aussi, qui consiste à faire croire qu'on peut vaincre la solitude. Et ça, c'est faux. Oui, c'est complètement faux. Et c'est même dangereux. C'est dangereux. Elle en parle très bien aussi. J'ai une entrée qui concerne les couples aussi. Et elle dit que nous sommes, justement, nous avons un fantasme je dirais, de rencontrer l'âme sœur, d'être dans une fusion avec les couples. Elle parle des couples comme d'amants enlacés comme des boas. C'est-à-dire que elle met en garde contre cet amour possessif, qui souvent est la conséquence d'une incapacité à assumer sa solitude, et on va demander à l'autre de la combler, à l'autre elle en parle très très bien. Or, le véritable amour, là j'en parle à plusieurs reprises, dans plusieurs entrées, le véritable amour, c'est finalement deux solitudes, comme le dit Rilke, deux solitudes qui s'accompagnent, qui se complètent, qui se limitent et qui s'inclinent l'une devant l'autre. Quelle belle définition. C'est une des plus belles définitions de l'amour, peut-être. Une des plus belles définitions de l'amour, où chacun assume sa solitude et justement s'incline l'une devant l'autre. Magnifique. Mais d'ailleurs, ça fait penser à Hannah Arendt que vous citiez tout à l'heure, parce qu'en fait, elle parle des deux solitudes, ou en tout cas de ce dialogue intérieur. Et là, vous citez aussi Montaigne qui dit en fait l'amitié, c'est ce qui permet d'entrer en amitié avec soi-même. Il faut déjà peut-être commencer par l'amour de soi-même. Voilà. Oui. C'est sûr que si on n'est pas ami avec soi-même, c'est difficile d'assumer sa solitude. Ça, je pense que ça commence par là, c'est vrai. Et c'est donc un chemin. Moi, je pense que je ne vois pas. Je pense que c'est un chemin qui est peut-être ardu, qui passe. D'ailleurs, les épreuves que l'on vit, les séparations, les épreuves, les deuils. Le deuil, c'est une épreuve qui
c'est un travail de cicatrisation aussi, mais dans l'acceptation du deuil, on découvre sa solitude et finalement, on peut la voir aussi différemment après. Les épreuves sont des étapes importantes dans cet apprivoisement de la solitude, oui. Encore de remarques au sujet de Jacqueline Kellen dans votre entrée, comme vous l'appelez justement Marie de Henzel. Elle parle du noyau d'être. Vous dites que pour une solitude remplie et légère, il faut que l'on ait contacté son noyau d'être. C'est quoi le noyau d'être ? C'est peut-être ce que Jung appelle le soi. C'est-à-dire, alors, vous savez, il y a beaucoup, le soi, on ne sait pas trop ce que c'est le noyau d'être non plus, mais c'est peut-être cet autre en moi qui sait infiniment mieux que moi ce qui est bon pour moi. C'est cet autre, c'est Hannah Arendt, quand elle parle on dit qu'on est deux, il y a un endroit à l'intérieur de soi dans lequel, eh bien, on est en communion avec tout. On pourrait dire, le soi, c'est ça, c'est le concept de ce lieu dans lequel nous sommes en contact avec l'invisible, en contact avec notre mémoire familiale, collective, notre inconscient collectif. C'est ce lieu aussi qui sort du temps, de l'espace, et qui est à l'intérieur de nous. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée de quelque chose à l'intérieur de nous, dans notre profondeur, hein, qui contient tout. Maintenant, c'est tout un chemin pour s'approcher du soi. C'est une expérience que nous faisons les uns et les autres à certains moments de notre vie, hein, d'être en contact avec notre soi. On peut l'être dans la prière, on peut l'être dans la méditation, on peut l'être dans l'amour, on peut l'être même dans l'exploit sportif. Dont vous parliez tout à l'heure. Oui, il y a plein d'entrées en fait. Il y a dans cette, je dirais, ce dépassement de soi, dans l'exploit sportif, quelque chose qui fait que, eh bien, on se sent un. Donc, c'est pas quelque chose, je dirais, chacun d'entre nous nous le vivons à certains moments, hein, spontanément, on pourrait dire, ou quand on est en extase devant une œuvre d'art, ou en extase dans la nature, tout d'un coup on se dit « Oh, je fais un avec ce qui m'entoure, avec les arbres, avec la mer, avec le... » Ce sont des expériences du soi. Mais il y a un âge, c'est quand même aussi ça, je pense, il y a un âge dans lequel ce qui donne du sens à l'âge, c'est justement de voyager vers son intériorité, et c'est d'aller à la rencontre de ce noyau d'être. En tout cas, sur les 550 pages, je ne sais pas combien il y a d'entrées, il y en a des centaines. Je pense qu'il y en a 144, quelque chose comme ça. D'accord. Oui. C'est 144 sets pour pouvoir aimer, entrer dans ce noyau d'être et pouvoir aimer notre solitude. Une remarque encore de Jacqueline Kellen qui m'a étonné, j'avais jamais pensé à ça, que vous relevez dans votre livre, c'est que c'est le problème des banlieues. En fait, elle remarque que l'absence d'espace, que toute la promiscuité dans les banlieues empêche la solitude et que c'est une des raisons principales du mal-être dans les banlieues. Oui, je pense qu'elle a tout à fait raison. Et mais dans tous les endroits où il y a une promiscuité forcée, hein, je pense que ce sont des endroits qui effectivement font beaucoup de mal parce qu'on ne peut pas trouver l'espace pour être en contact avec soi. Mais c'est la même chose dans les EHPAD aussi, hein. Aussi, je veux dire, vous savez, où la personne est seule dans sa chambre, ou alors on la met avec d'autres avec lesquels elle n'a pas de lien. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il faut combler tous les moments de solitude de la personne âgée, alors qu'en fait, si on l'écoutait, hein, beaucoup d'entre elles diraient, écoutez, laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix avec mon imaginaire, avec mes pensées. Et beaucoup de personnes sont bien avec leur solitude. En même temps, vous dites dans votre livre que, comme vous avez accompagné, que vous avez été psychologue en centre de soins palliatifs, que vous avez accompagné les personnes âgées pendant longtemps dans votre vie, Marie de Henzel, et vous continuez certainement un petit peu. Aujourd'hui, moins peut-être. J'ai plus tellement l'occasion, sauf plus le temps. Sauf dans ma famille. Mais vous disiez que la solitude est une des peurs majeures des personnes âgées.
C'est l'isolement, en fait, qui est la peur. Et ça, ils ont raison. Parce que l'isolement, c'est l'absence de contact. Mais je vous dis encore une fois, on confond les deux. Absolument. Dans notre société, on fait une confusion des deux. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très important dans ce dictionnaire amoureux de la solitude de bien, dès le début, différencier la solitude de l'isolement. L'isolement, il faut lutter contre. Je veux dire, vous savez, la personne seule qui a besoin de solitude, et là, chacun d'entre nous est très différent. Hein, c'est une histoire très intime, notre rapport à la solitude. Mais nous savons bien que nous avons aussi besoin de contact. Nous avons besoin de pouvoir téléphoner, nous avons besoin de rencontrer d'autres gens. Mais l'isolement, c'est l'impossibilité de rencontrer ou d'avoir même un contact téléphonique. Vous savez, je donne les chiffres des petits frères des pauvres qui sont terribles. 500 000 personnes actuellement sont dans l'isolement total. On n'imagine pas ce que c'est. Ça, il faut lutter contre. Oui, tout à fait. Il faut apprendre à apprivoiser, vous l'avez dit tout à l'heure, Marie de Henzel, sa solitude. Et vous donnez aussi des clés qui sont très importantes pour les personnes âgées, mais pas que pour les personnes âgées. Vider autant que possible ses valises, comme vous le dites, remplies de rancœur, de regrets, de culpabilité. Ça, on n'a pas toujours conscience que quand on porte ses regrets, ses culpabilités et ses rancœurs, on vieillit encore plus vite. Et on s'isole de plus en plus. Oui, parce que ce sont des émotions négatives qui vous alourdissent. On est obsédé par ça. Elles envahissent le champ de la pensée, le champ de l'être, et on n'est pas disponible pour le présent, pas disponible pour ce qu'il y a à vivre dans la journée même. Je pense que l'allègement, c'est une des grandes clés du bien vieillir. L'allègement, parce que ça permet aussi de l'ouverture au nouveau. Ce sont les deux clés, être léger et s'ouvrir au nouveau. Bien sûr que toutes ces émotions que vous citez sont des émotions qui nous tirent vers l'arrière et qui nous empêchent d'avancer. Il faut alléger ses valises. Oui. Oui, il y a des illustrations dans le livre, et notamment une valise. Alors, tout à l'heure, j'étais à la lettre A. Je rassure les auditeurs, on va pas faire toutes les lettres, mais on reste encore un tout petit peu, si vous le voulez bien, à la lettre A avec Alzheimer, parce qu'on parlait des peurs. Alzheimer qui fait peur à tous. Il faut savoir parler à la personne atteinte normalement. Et ça, c'est très important. Ça, j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit, et je pense que je suis pas la seule psychologue à dire cela. Il faut s'adresser à l'autre, à la partie saine qui est enfouie, justement dans le noyau d'être. Il faut s'adresser à cette partie-là. Alors que la plupart des gens ils ont cette image d'une personne qui est détériorée, dont l'esprit, qui n'a plus sa tête, comme on dit. Et donc, on va parler des banalités, de choses qui... Et effectivement, plus le discours est banal et plus la personne est absente. Alors que si on lui parle vrai, on lui parle, par exemple, de ce que l'on vit soi-même en tant qu'aidant, ou bien... si on lui pose des vraies questions. Des questions même essentielles, vous dites. Je donne l'exemple, de cet homme, de cet ami avec qui j'ai déjeuné, qui allait voir son père, qui ne parlait plus depuis 2 ans, qui ne le reconnaissait plus. Et je lui ai dit, mais pourquoi ne lui demandes-tu pas ce qui l'empêche de partir ? Qu'est-ce qui l'empêche de partir, puisqu'il est entre la vie et la mort, Il m'a dit, mais tu as raison. Et il est allé, il a regardé son père dans les yeux et il lui a posé la question. Et tout d'un coup, il a vu une lueur de lucidité dans les yeux de son père qui a pris la parole depuis 2 ans en lui disant, murmurant, tu sais, c'est pas facile de franchir le pas. Et à ce moment-là, cet ami a été bouleversé. Il a pris les mains de son père, il a continué à le regarder et il lui a parlé. Il lui a parlé de leur vie, de tout ce que ce père lui avait apporté. Il l'a remercié. En quelque sorte, il lui a dit au revoir, mais en ramassant toute la vie de l'autre. Son père l'écoutait avec beaucoup d'attention et est mort 15 jours plus tard sans qu'on ait rien à faire. Il s'est éteint une nuit, tout simplement. Il s'est arrêté de respirer. Donc voilà, j'ai la preuve qu'il faut parler aux personnes. Même s'il n'y a pas de réponse.
Mais même s'il n'y a pas de réponse, quelquefois il n'y a pas de réponse, mais quelquefois les gens qui font parce que ça fait des années que je préconise cela, et beaucoup de personnes me disent, mais vous avez raison, on a vu une lueur de lucidité dans le regard, et on a vu surtout une présence, tout d'un coup, une attention, même s'il n'y a pas de réponse, une attention à ce que l'on dit. Ce qui montre bien que quelque part, au fond de l'être atteint de cette maladie, quelque chose qui reste intact. C'est comme souvent, alors là on n'est plus tout à fait dans le sujet de la solitude, mais chez les personnes mourantes, avec qui on n'a plus vraiment le contact, le fait de leur permettre de partir, souvent leur permet de partir. Oui, bien sûr. Et ce sont souvent, vous savez, quand on parle avec son cœur et que l'on dit à l'autre, voilà, on dit à l'autre ce qu'on garde de lui. Hein, c'est important aussi. Qu'est-ce que je garde d'une personne? Et si on le lui dit, ça lui permet de partir. C'est aussi simple que ça. Mais beaucoup de personnes ont du mal parce qu'elles s'imaginent qu'elles vont le précipiter dans la mort. Mais moi, j'ai souvent rassuré les gens en disant, mais non, pas du tout. Au contraire, vous lui permettez de partir. Une permission, ce qui est autre chose. Je remarque que nous parlons depuis quelques dizaines de minutes déjà au sujet de la solitude, et on parle beaucoup de la mort. Parce que, encore une fois, notre solitude ontologique, c'est parce que nous sommes tous fondamentalement seuls devant cette question de la mort, alors que c'est ce qui nous relie tous. Mais on est quand même très seuls en face de cette question. On était à la lettre A, je fais un saut immense jusqu'à la lettre Z, qui est occupée par Maurice Zindel, et vous parlez de son texte sur l'expérience de la mort qui a été fondamentale pour vous. C'est au moment où vous étiez psychologue en soins palliatifs, et là, de lire ce texte, vous êtes senti moins seul, justement, pour le coup. Oui, et c'est devenu mon livre de chevet. Je l'avais à côté de moi pendant toutes ces années, je le lisais parce que j'ai trouvé que tout était contenu dedans, sur toutes les clés de l'accompagnement aussi, l'importance de rester vivant jusqu'au bout. Oui, vous faites cette remarque, je crois que c'est lui, mais vous le citez, la plupart des humains meurent avant de vivre. Et voilà, là il faut réveiller les humains avant qu'ils meurent, en fait, physiquement. Voilà. C'est ça, leur permettre de rester vivants, vraiment. C'est de mal vivre sa solitude, en fait, de pas bien vivre. Oui. Aussi, bien sûr. En grande partie. Bien sûr, oui. Aider les mourants à parler de leur vie, vous dites que c'est aussi très important. Je pense que... Oui, je pense que les personnes, pour partir, ont souvent besoin de laisser quelque chose, de transmettre quelque chose. Alors elles vont... Ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui vont peut-être faire un petit peu un bilan de leur vie, retracer le fil rouge de leur vie. Il y en a d'autres qui vont simplement dire quelques paroles, mais qui sont le fruit de leur expérience, le fruit de... Voilà. Et je pense que c'est très important pour s'en aller, très important pour ceux qui restent. Parce que ces paroles-là, on les oublie jamais. Alors, une chose que je connaissais Paul Auster, mais je ne connaissais pas son premier roman. C'est presque lui qui aurait inventé la solitude. Enfin bon, c'était le titre de son premier roman. C'est étonnant. Et c'est cette expérience de la solitude après la mort de son père qui lui a permis de devenir écrivain même. Oui. Mais oui, c'est lui et puis tous les écrivains que j'ai cités aussi dans le livre, ils disent tous que c'est une expérience de solitude qui est à la racine de leur envie d'écrire. Oui. Alors, vous parlez de Stéphane Hessel, que vous avez bien connu, on en a déjà parlé lors de nos rencontres précédentes, Marie de Hensel. On n'est jamais totalement seul, on n'est surtout pas isolé, même s'il n'y a pas forcément d'humains autour de nous. Vous dites que même Stéphane Hessel disait que nous sommes encadrés d'invisibles, et nous en avons déjà parlé ensemble au cours de notre rencontre sur votre livre sur le monde, sur les mondes invisibles. Et là, effectivement, il vous donnait des clés pour qu'on puisse mieux vivre nos rêves, les manifestations de l'inconscient, les synchronicités, les intuitions. Vous parlez de la guidance d'un invisible, éventuellement d'un ancêtre, et même de l'ange gardien. Oui.
Alors, Stéphane Hessel, il me citait Rilke, parce que c'est Rilke qui dit que nous sommes encadrés d'invisibles, mais Stéphane Hessel m'avait repris cette parole pour me dire, oui, voilà, nous ne sommes pas seuls, il y a tout un monde invisible auquel on peut faire appel, auquel on peut parler, Alors, oui, mon livre « Vivre avec l'invisible » recueille des tas de témoignages de personnes qui ont un lien avec un invisible, quel qu'il soit. Donc, là, c'est notre rencontre il y a 3 ans. J'invite les auditeurs de notre première rencontre à revenir à cet épisode ou surtout lire le livre s'ils le souhaitent. On reviendra peut-être à ces sujets, mais ce qui est intéressant, c'est que, vous le soulignez, le lien avec l'invisible, en fait, il est tabou. Et pourquoi c'est tabou, en fait? C'est des siècles peut-être où on s'est éloigné des spiritualités, des religions, parce que ça donne l'impression que c'est aussi des sujets ou de fétichisme, ou de superstition, ou de religiosité. Nous sommes dans un monde rationnel, c'est ça. Nous sommes dans un monde rationnel qui est... Et donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les personnes souvent n'osent pas parler de leur lien avec l'invisible. C'est un lien très intime, très secret. Et moi, les personnes se sont confiées à moi parce que je suis psychothérapeute, psychologue, qu'ils avaient confiance. Mais souvent, ils vivent des choses qu'ils ne diraient même pas à leurs proches. Parce qu'ils auraient peur qu'on les prenne pour des fous. Mais ils devaient peut-être sentir aussi que vous étiez ouverte à ces questions de l'invisible, ce qui n'est pas le cas de tous les psychologues. Non, c'est peut-être aussi, oui. C'est vrai qu'en tant que jungienne, j'étais ouverte à cela. En tout cas, j'ai recueilli beaucoup de témoignages. Et je me suis dit, il faut que les gens se sentent moins seuls. Il faut qu'ils sachent que bien d'autres qu'eux ont la même expérience. Et que c'est finalement... je pense que c'est très rare les personnes qui n'ont aucun lien avec l'invisible, ou en tout cas qui s'en défendent. Il y a des personnes qui se disent non, moi... Elles n'en ont pas conscience ou elles ne le veulent pas. Elles n'en ont pas conscience, voilà. Alors, une chose que vous révélez, on a parlé du confinement tout à l'heure, et que j'ignorais complètement, vous dites que il a favorisé le voyage intérieur par la force des choses pour ceux qui étaient seuls, la sensibilité aussi, l'intuition, même le recours à l'enfance. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes disent que finalement ça, dans cette période, ils ont beaucoup pensé à leur enfance. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé de la force à évoquer leur enfance. Mais pas seulement. Je le dis aussi à propos d'un otage dont je parle dans la lettre O, otage, Jean-Paul Kaufmann, que je connais et que j'ai longuement interviewé, et qui m'a raconté sa vie d'otage. Et il dit que ce qui l'a sauvé, il y a 2 choses qui l'ont sauvé, 3 choses. La foi, qu'il a découverte dans cette expérience. Justement, le souvenir de son enfance dans lequel il était heureux, et où il puisait dans ses souvenirs la force de vivre quelque chose d'épouvantable, avec quasiment une annonce de mise à mort tous les matins, enfin... Quand la porte s'ouvre, il le dit, on ne sait pas si c'est pour être libéré ou tué. Et puis la 3e chose, les rêves. Les rêves sont venus à son secours. Et dans ces rêves, il se rêvait enfant. Là aussi, vous voyez, l'enfance, une période dans laquelle on a été heureux, dans laquelle on a été peut-être un peu insouciant aussi. Alors, on était à la lettre L, aux liens invisibles. Et sur ces liens invisibles, vous citez Fabrice Midal. Je ne savais pas, il parle d'une population d'Amazonie, les Livaros Achuar, qui sauraient détecter les liens invisibles. C'est assez incroyable. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Bon, ils ont de la chance. Disons que oui. Alors chez nous avons des médiums aussi. Enfin, c'est effectivement une peuplade qui a une intuition très développée, une sensibilité très développée. Contact avec la nature aussi. Oui. Alors on passe à la lettre V, les voies intérieures, mais en fait on reste toujours un petit peu dans le même journal, parce qu'en fait à la fin de chaque entrée, vous suggérez Alors j'ai suivi en fait pour ces quelques questions que j'ai à vous poser. Les voies intérieures, c'est en fait ça commence. Je pensais pas à ça dans les voies intérieures. Parce que c'est plutôt le côté un peu inquiétant, se parler tout seul, on n'aime pas trop ça. Mais en fait, si, vous dites c'est important, et vous le dites, la plupart des gens s'inventent un double et se parlent à eux-mêmes. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Oui, et les enfants. Alors, ça commence déjà à l'enfance. L'enfant a souvent un double à qui il parle. Et après, bien sûr, il se devient de plus en plus rationnel en grandissant. Mais je pense que nous avons une voix intérieure
Et l'écouter, alors on va appeler ça l'intuition aussi. C'est vrai de questionner sa voix intérieure. Qu'est-ce que tu penses de cette décision que j'ai à prendre, d'écouter. Alors on a des réponses quelquefois dans les synchronicités, des signes qui nous aident à prendre une décision, par exemple, ou un rêve, là aussi. Mais je pense que ça fait, là encore, partie de ce dialogue avec soi. Et vous vous posez cette question, y a-t-il une prédisposition à entendre sa petite voix intérieure? C'est le cas de ceux qui ont ce don de l'hypersensibilité dont vous parlez. Mais je vais me poser la question, Marie de Henzel, est-ce qu'en fait on n'est pas tous quelque part des hypersensibles? Parce que la plupart des gens que je rencontre me disent tout le temps en fait je suis hypersensible et c'est ça mon problème. Mais je ne connais pas de personnes qui ne soient pas hypersensibles. C'est le mérite de Fabrice Midal d'avoir dépathologisé l'hypersensibilité, bien sûr. Et là, je pense qu'il a fait un très bon travail là. Oui, vous avez raison. Je pense que tout le monde est hypersensible. Alors on peut se blinder, il y a des personnes qui travaillent à un blindage de façon à ne pas être importunées par cela. Mais moi, ce que j'aime chez Fabrice Midal, c'est qu'il montre que c'est une richesse en fait, et que nous sommes effectivement très nombreux à avoir, en tout cas, une sensibilité, quelquefois une hypersensibilité. Ça dépend beaucoup de l'histoire de chacun, ça dépend, oui. Alors, je refais un saut à la lettre A, là je pouvais pas la manquer parce qu'on a parlé de l'invisible tout à l'heure. Vous consacrez 6 pages aux anges. C'est peut-être une des entrées les plus longues de votre livre, Marie de Henzel. Et vous dites parce que l'ange, en fait, c'est un des alliés de la personne qui souffre de solitude, et que cet appel à l'ange gardien qu'on a tous, en quelque sorte, intrinsèquement, il est universel, il est dans toutes les cultures. Ça, je ne le savais pas. Il est dans toutes les cultures. Culture musulmane, partout. Là, oui, l'idée de l'ange gardien. Et alors, vous citez longuement Pierre Jovanovic, qui a écrit une enquête sur l'existence des anges gardiens, parce que lui, en fait, il y croyait pas beaucoup. Mais à partir du moment où il a commencé à se poser la question, ou si des rencontres lui ont fait se poser la question s'il y avait un ange, alors il parle, et vous parlez d'enchaînement de coïncidences parfois invraisemblables, de synchronicité, on en a déjà parlé. Et c'est ça qui a permis d'avoir, pour lui, de commencer le dialogue entre l'ange et lui. Votre ange gardien, vous y pensez tous les jours, Marie de Henzel? On en a déjà parlé. Non, tous les jours. Et je vais vous dire une chose que je dis aussi là, c'est que j'ai découvert dans le dialogue avec l'ange. Voilà. Je pense à Marguerite Cardos, c'est que ce que j'ai découvert, c'est que l'ange, dans ce dialogue qu'il a avec 4 étudiants hongrois, il leur dit, mais pour que nous vous aidions, la demande est nécessaire. Et ça, je me souviens que ça m'a percuté. Je me suis dit, mais c'est vrai, est-ce que les gens demandent? Et j'ai demandé à mes patients, est-ce que vous demandez de l'aide? La plupart m'ont dit non. Et je me dis, si effectivement la demande est nécessaire, ce qui fait que je peux vous dire que quotidiennement je demande de l'aide et que j'en reçois. Mais je n'en doute pas. Effectivement, cette citation des dialogues avec l'ange, je l'avais notée, c'est écoute. C'est l'ange qui parle à un des 4. Écoute, la demande est nécessaire, ne sois pas tiède à demander, demande toujours, constamment, sans demande, nous ne pouvons pas donner. Voilà, sans demande, nous ne pouvons pas donner. Alors, tous ces gens qui disent, mais moi, personne ne m'aide dans l'invisible, mais je dis, tu demandes? Voilà. Puis à la limite, ceux qui demandent de l'aide à l'invisible, comme de trouver une place de parking, une fois qu'ils la trouvent ou qu'ils ont l'aide, ils disent « Ah ben non, de toute façon, je l'aurais eu. » Donc, oui, c'est le hasard. Le hasard. Oui, enfin bon, à la longue, quand même, on se dit que peut-être que c'est pas tout à fait honnête de dire que c'est juste du hasard. C'est du hasard qui a du sens, c'est-à-dire la synchronicité, c'est ça. C'est du hasard qui a du sens parce que justement, c'est un signe qui répond à une demande. Vous parliez tout à l'heure de Carl Jung, Marie de Henzel. Effectivement, il a ouvert des pans énormes, immenses dans la psychanalyse, puisque lui parlait des indices, des synchronicités dont on a parlé. Heureusement, en fait, il a ouvert aussi, mon sentiment, mais je suis pas du tout évidemment expert, la psychanalyse au spirituel. Oui. Heureusement. Oui, le spirituel, parce que effectivement, alors
moi, je donnerais une définition très large. Le spirituel, c'est le lien avec ce qui est au-delà de nous. Bon, c'est très large, mais c'est ça, finalement. Il y a un au-delà de notre petite personne. Un au-delà de notre corps, un au-delà de nos pensées. C'est s'ouvrir, justement. Alors, là aussi, il y a, selon les cultures, selon l'éducation, il y a des façons très diverses d'établir ce lien avec l'au-delà. Mais c'est pour ça que moi, je le dis toujours en conférence, je dis, tout être humain est spirituel. Tout être humain a cette capacité de s'adresser à un au-delà de lui. Hein? Ça fait partie de l'humain. Alors, comme on parlait des anges, j'avais pas complètement posé toutes mes questions à leur sujet. Je sais que les auditeurs aiment bien qu'on parle des anges. Charles Péguy, vous citez Charles Péguy, qui parle d'un ange gardien encore plus malin. Il dit, j'ai un ange gardien qui est encore plus malin que moi. Il est incroyable. Et il dit, je suis gardé, je ne peux pas échapper à sa garde. Effectivement, parfois, on a l'impression d'être protégé et même d'être empêché quasiment de faire des choses qu'on aurait envie de faire, dont on sait un peu que c'est des bêtises. Et puis, on se rend compte qu'en fait, la vie ne nous le permet pas toujours. Qu'il faudrait qu'on force. C'est ça, la présence de l'ange gardien aussi? Ben oui, moi je pense. J'ai donné d'ailleurs dans mon livre Avec l'invisible l'exemple de cet homme qui dit que il voulait absolument prendre un avion et puis que tout s'est mis en travers. Tout s'est mis en travers et puis finalement il ne l'a pas pris et pour découvrir que cet avion s'était crashé. Donc il y a effectivement après coup il s'est dit je suis vraiment protégé. Alors dans la lettre A encore, mais parce que les auditeurs en lisant votre livre rentreront mieux dans la forêt de votre livre entre la lettre A et la lettre Z. Il y aura peut-être quelques autres lettres encore avant qu'on se quitte, Marie de Hensel. Les animaux de compagnie, parce que tout à l'heure, vous parliez des EHPAD, et vous êtes vraiment militante pour que on puisse les permettre aux personnes âgées d'être accompagnées de l'animal qu'elles aiment, ce qui était interdit, mais qui devient de plus en plus accepté. Mais il y a une loi qui le permet, qui l'autorise. Maintenant, elle est passée, cette loi. Mais bien sûr, c'est pas n'importe quel animal. Il y a des restrictions au niveau de quel animal. Je sais pas si on permettrait à quelqu'un d'arriver avec un serpent ou bon, enfin. Et puis il y a quelques conditions qu'il faut aussi être capable de s'en occuper, de le nourrir, voilà. Mais la loi est passée, oui. C'est vraiment là une belle arme pour bien vivre sa solitude ou pour briser l'isolement, l'animal, puisque vous dites « on les aime et ils nous aiment ». Il souligne la dimension essentielle du lien affectif dont vous parliez. Oui. Pour beaucoup de personnes âgées, c'est effectivement il y a un vrai lien avec l'animal. L'animal vous regarde, l'animal vous sent, vous comprend souvent. On parle de l'intuition des chats. Le chien est un animal très affectif, qui sent très très bien quand une personne est seule, a du chagrin, le chien vient se peloter contre vous. Oui, et les animaux alors là, ont cette intuition très très grande, ce sens. Ils ont une perception, ils sentent, et c'est même quelque chose de très très intéressant dans l'approche de l'animal, de savoir qu'il vous sent, il vous perçoit, et qu'on peut même à distance aussi, je dirais, faire sentir à l'animal qu'on ne lui est pas hostile, qu'on n'est pas dangereux pour lui. Il le sent. Absolument. J'ai parlé d'un autre animal à la lettre C, le cerf. Ah, d'accord. Oui, le cerf, parce que le cerf est un très important pour moi comme animal. Alors, c'est pas un animal domestique, loin de là, c'est sauvage. Mais j'ai souvent rêvé de cerf, et le cerf est un animal solitaire. Et j'ai cité un passage d'un livre qui s'appelle La mort et la chasse. Enfin, c'était un colloque sur la chasse et la mort, où j'ai entendu un chasseur parler de son face-à-face avec le cerf au moment de le tirer, c'est-à-dire de le tuer. Et le regard du cerf, qui s'est planté dans son regard et qu'il n'oubliera jamais, parce que c'est ce qui lui a rappelé qu'il était mortel lui aussi. Le cerf est un symbole, un grand symbole de solitude, mais aussi un grand symbole je dirais justement vous savez que chez les Celtes, c'était
il a préfiguré le Christ aussi, le cerf. Hein. C'est avec ses bois. Hein. C'est un symbole pour moi de la solitude, mais et aussi de la solitude spirituelle. Très, très beau passage. Marie de Wenzel, vous parlez de Christiane Singer, que vous avez bien connue. On a déjà parlé d'elle ensemble. Et vous parlez des derniers mois de sa vie. Là, à nouveau, le lien entre la mort et la solitude, mais qui sont pour elle l'occasion de s'exprimer d'une façon exceptionnelle, vous dites, sur la solitude. Oui, c'est sur l'amour aussi que la solitude permet d'entrevoir. Hein, qu'elle dit, elle a des phrases magnifiques sur l'amour, qui n'est pas, comme elle dit, qui n'est pas une reliance, mais nous sommes tous les uns dans les autres, dit-elle. Voilà, ça c'est aussi la perception d'une femme qui est au seuil de la mort et qui, je dirais, consciente, complètement ouverte à ce que cette expérience va lui faire vivre. Hein. Mais il y a des phrases sublimes dans ce livre. Vous dites, elle se sait condamnée à mort, elle traverse l'épreuve, c'est pas facile, mais en même temps, vous êtes allé la voir à ce moment-là, vous dites, elle est radieuse en même temps, et le texte qu'elle a écrit à ce moment-là répond à beaucoup de nos inquiétudes. Et surtout, dernier fragment d'un long voyage, ça, et de ressentir, de comprendre à travers Christiane Singer que la vie est sacrée. Oui. Ça, voilà, oui, vous avez raison, c'est... Ah non, c'est pas Il moi. faut renvoyer à ce magnifique livre. Etty Hillesum, dont vous parlez aussi, qui elle aussi aide à affronter ou à relever sa solitude. Vous parlez de sa force morale, de sa joie de vivre, et celle qui nous apprend à aider Dieu. C'est ça qui est absolument, c'est son regard qui est absolument incroyable. Elle est victime du déferlement de haine et de violence, mais elle dit en fait c'est Dieu qui est le plus victime de tout ça. Il faut qu'on l'aide. Oui, ça c'est la seule fois que j'ai lu ça. Oui. Hein, quelqu'un qui est condamné, qui va terminer sa vie dans un camp d'extermination, et qui dans ce camp voit des gens souffrir. Hein, et elle dit en fait, mais elle dit aussi par ailleurs dans beaucoup d'autres endroits de son livre, une vie menacée, je crois que ça s'appelle une vie bouleversée. Elle dit bien aussi que le Dieu dont elle parle, c'est un Dieu intérieur. Hein. C'est pas le Dieu extérieur, c'est le Dieu intérieur. C'est le Dieu que nous avons tous au fond de nous, et qu'il faut consoler ce Dieu. Hein. C'est très très beau, très beau. Ce qui est étonnant, je crois, vous le révélez dans le livre, on avait parlé de vos liens avec François Mitterrand, c'est lui qui vous a fait connaître Etty Hillesum. Oui, c'est lui qui m'a fait connaître, je ne la connaissais pas, effectivement. Il avait, je crois même que il avait écrit une phrase à propos de son livre, et c'est la seule fois, je crois, qu'il a accepté d'écrire quelque chose sur un auteur. Oui. Alors, on beaucoup d'admiration pour elle. Oui, on parlait d'Etty Hillesum. Maintenant, je saute. Il y a peut-être un lien d'ailleurs avec François Mitterrand, mais de Thésée, parce que vous aviez dit que vous aimiez beaucoup aller à Thésée. Vous y allez en fait tous les ans je crois qu'il y allait aussi. Hein, alors voilà, nous avions en commun d'aller à Thésée, pas ensemble. Bon, il y allait de son côté. Je révèle pas un secret qu'il ne fallait pas révéler. Non, pas du tout. Et il aimait cette communauté, il aimait la qualité de la prière et du silence à Thésée. Il me disait, on sent qu'il se passe quelque chose. C'est palpable, il y a une énergie. Et je sentais la même chose aussi. J'ai beaucoup, moi, je suis très liée à Thésée, où je vais tous les ans, toutes mes semaines pascales, la semaine sainte, je la passe à Thésée. Et je trouve que frère Roger a compris ce que les jeunes cherchent dans la spiritualité. Et vous savez que j'y étais là, à Pâques, il y avait 5000 jeunes. Quand vous entendez un silence de 5000 jeunes, c'est impressionnant. Et ils ne sont pas là parce qu'on leur a dit de venir, ils viennent parce qu'ils le veulent. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les jeunes, dans la spiritualité ? Ce qu'ils cherchent, et qu'ils trouvent là, le silence, qui va leur permettre d'écouter justement leur voix intérieure. Ils cherchent le bain sonore des chants, les mantras chantés, parce que c'est quelque chose qui les aide aussi à s'intérioriser. Ils cherchent la lecture d'un texte. Il y a le texte du jour qui est lu. Pas de blabla, pas de morale. On ne leur dit pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Thésée ne s'inscrit pas là-dedans. Hein.
donc le texte à méditer et dont ils vont parler dans des ateliers. Alors moi, je fais un atelier sur la mort. Au début, les frères m'avaient dit, mais Madame de Hensel, ça va pas intéresser les jeunes, ça. Je lui ai dit, écoutez, je crois que vous avez tort, car je viens de faire une conférence aux jeunes du lycée militaire d'Autun. Après le confinement, j'ai eu des jeunes qui m'ont écouté avec une attention, vous n'imaginez pas. Je pense que si, ça les intéressera. Donc, ils ont bien voulu faire l'expérience. J'ai eu 400 jeunes à cet atelier et les frères m'ont dit, c'est la première fois qu'on a autant de monde, de jeunes qui viennent à un atelier. Donc, je répète tous les ans, le vendredi saint à 5 heures, je fais un atelier sur la mort et cette année, il y avait 200 jeunes qui étaient là, qui sont, bien que jeunes, ils sont concernés par la mort aussi et ils voient des gens mourir autour d'eux. On meurt à tout âge aussi, et ils sont en questionnement. Et peut-être aussi déjà aussi par la solitude, parce que c'est ce que vous dites et qui est fort dans cette entrée sur Thésée que vous écrivez dans ce dictionnaire, Marie de Hensel, c'est que Thésée nous fait découvrir notre solitude fondamentale. Oui, et nous... Comment ? Je pense que c'est je vous disais, ce bain sonore qui parle à l'âme. Vous parlez de silence habité de plénitude. Oui, le silence habité de plénitude. Je pense que tout est fait pour permettre à quelqu'un, quel que soit son âge, d'entrer à l'intérieur de lui et d'écouter. Voilà, il y a cette écoute intérieure qui est fondamentale et que les jeunes ne trouvent pas. Ils ne trouvent ça nulle part. Citez-moi un endroit dans lequel un jeune peut trouver ça. Et même s'il va dans une église, il va entendre... je veux dire, malheureusement, il va pas forcément trouver ce qu'il cherche. Il va entendre une homélie sur un texte. Ça peut lui parler, mais c'est peut-être pas ça qui va lui permettre d'être avec lui-même. Le silence... Et je vous assure que c'est impressionnant, un silence de 5000 personnes. Moi, j'ai des petits-enfants et qui ne sont pas venus encore, mais je leur dis tous les ans, mais venez, faites l'expérience avec 5000 autres jeunes de ce que c'est que le silence. Vous avez une magnifique formule. Thésée permet le retour aux profondeurs de l'âme. Et alors, j'aime beaucoup, au fond mystique qui est en chacun de nous. Voilà. Nous avons tous un fond mystique. Oui. C'est pas l'apanage de... Non, mais c'est ce fond mystique, on en a parlé tout à l'heure avec Jacqueline Kellen, le noyau de l'être, c'est ça, le fond mystique. Ce sont des mots différents pour dire cela. Nous avons tous un fond mystique, oui. Alors justement, ce fond mystique, on peut parfois aller l'entretenir. Vous citez l'exemple du livre 3 jours, ou de 3 jours et 3 nuits, où des écrivains témoignent d'une expérience. Moi, je connais Thibaut de Montaigu qui en fait partie et qui avait fait l'expérience de vivre 3 jours et 3 nuits à l'intérieur de la clôture d'un monastère. Vous êtes allé faire la même expérience, et c'est assez amusant parce que ça s'est pas aussi bien passé, mais il y a quand même à la fin une très belle conclusion. Ça s'est pas aussi bien passé parce que moi, c'est des choses d'ailleurs que j'étais heureux de le lire chez vous, Marie de Hensel, parce que je l'avais ressenti, j'avais pas osé le dire, mais vous dites, c'est pas très convivial, malgré tout, on est dans le silence, et puis, il y a ce manque de communication entre même à la cantine, les gens se regardent pas, et puis aussi le fait, en fait, que les femmes ne peuvent pas aller de l'autre côté de la clôture, ça vous a beaucoup déçu. C'est révélateur quand même de quelque chose qui, dans l'Église, dont les femmes souffrent, c'est que effectivement elles n'ont pas la même place que les hommes. Et le fait que des hommes aient pu vivre 3 jours et 3 nuits avec des moines dans une clôture, celle de l'abbaye de la Grâce, et que ça n'ait pas été possible pour des femmes qui avaient été sollicitées pour faire la même expérience à l'abbaye de Cîteaux, eh bien, j'ai trouvé que ça avait mis justement le doigt sur ce problème. Parce qu'effectivement, les femmes n'ont pas la même place dans l'Église que les hommes. Mais vous parlez quand même d'une expérience réussie parce que vous avez échangé quand même avec les frères. Avec les frères. Oui, j'ai échangé avec eux et puis nous avons parlé de ce que leur apporte la clôture. Là, j'ai parlé de cette déception par rapport au fait que nous pouvions pas entrer, même pas dans le jardin de la clôture. Donc on voit qu'il y a l'espace sacré et que les femmes sont dans l'espace profane.
Donc, déception de ce côté-là. Mais effectivement, quand on parle avec les frères qui parlent de leur expérience de la clôture, on voit bien que cette expérience était une expérience qui répond, je dirais, à leur spiritualité très profonde. Et voilà, et tout ce que, je veux dire, c'était... Donc, disons que ça a été une expérience paradoxale. Une expérience très riche Oui. dont vous parlez, Marie de Henzel, qui est en lien notamment avec la spiritualité orthodoxe très fortement. C'est à la lettre P, pèlerin russe, c'est la prière du cœur. Vous parlez, en fait, c'est comme un mantra, cette prière du cœur. Ben oui. Alors, celle de l'époque des Pères du désert, la phrase est peu répétée aujourd'hui, hein, mais moi, je pratique le mantra des méditants chrétiens qui est Maranatha. Viens Seigneur. Donc effectivement, je suis très heureux de l'entendre parce que je l'avais lu parce que la prière du cœur traditionnelle, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Je trouve qu'elle est quand même un petit peu plombante. Les gens ont du mal à le dire aujourd'hui parce qu'elle est trop culpabilisante. Exactement. Elle met l'accent sur la culpabilité. Or, je veux dire que viens Seigneur, c'est accueillir. Et vous savez, ça me fait penser à cette image qui est mon image interne du Christ qui est là, qui est la lumière du monde, qui est un tableau qui est à Londres, à la cathédrale Saint-Paul. Et on voit que le Christ, qui a une couronne d'épines, mais qui a ses habits de royauté, une lumière, et il frappe à une porte qui est verrouillé avec du lierre et il dit si je frapperai à ta porte et si tu m'ouvres, c'est une phrase de la Bible, j'entrerai, je souperai avec toi. Le viens Seigneur, c'est ça, c'est j'ouvre ma porte pour que tu viennes. Maranatha. Je trouve ça magnifique en fait. Et on n'est pas dans la culpabilité de quoi que ce soit. Hein. On sait qu'il frappe à la porte et il faut juste ouvrir. Et quand on récite Maranatha, on ouvre la porte et il entre. Et puis c'est très joli à dire. Ça fait vraiment penser au mantra, justement. Oui. C'est un mantra. C'est un mantra. Marie de Henzel, est-ce qu'il y a juste avant qu'on se quitte, 1 ou 2 ou 3 cas ou entrées que vous aimeriez dire aux auditeurs, celles qui vous viennent en tête, celles de votre livre? Alors, oui, il y en a tellement. Celles qui vous viennent tout de suite en tête? Celle qui me vient, c'est Cercle Vulnérabilité et Société, parce que j'ai voulu rendre hommage à ce cercle qui s'occupe justement des vulnérabilités et de la solitude qui est liée à la pauvreté, à la maladie, je dirais je trouve que c'est un exemple de ce que l'on peut faire pour venir en aide à ceux qui souffrent d'isolement ou de mauvaise solitude, voilà, qui se sentent, qui sentent qu'ils n'ont pas leur place dans ce monde. Voilà, c'est une entrée. Bon. Une autre? Alors une autre, narcissisme, parce que j'ai montré aussi que, vous savez, on dit qu'on est narcissique, on parle du narcissisme secondaire, l'amour on s'aime dans le miroir, et j'ai montré qu'en fait, il y a un narcissisme cosmique qui a été mis en évidence par Lou Andreas Salomé, quelqu'un dont je parle aussi beaucoup dans le dictionnaire amoureux, et qui, dans son dialogue avec Freud, lui a dit, mais Narcisse, c'est un jeune homme qui est tombé dans le lot, non pas en regardant son image, mais parce qu'il a compris qu'il faisait partie de tout. Il a vu son image dans la nature. Et donc, c'est une façon, elle dit que le mythe de Narcisse, c'est en fait qui montre que nous avons à rejoindre justement notre intériorité. Donc, c'est intéressant. C'est une belle réconciliation. Oui, parce que ce terme est très négatif et que je pense qu'il y a un narcissisme cosmique qui est en fait de sentir que l'on est un et que l'on est un avec tout ce qui nous entoure. À condition donc de ne pas s'arrêter à soi-même. Voilà. Au contraire, il faut que l'image disparaisse.
Comme vous le C'est disiez. l'image c'est le fait d'admirer son image. Nous sommes dans ce monde de l'image aujourd'hui, hein, dans notre monde Qui moderne. est un arrêt superficiel, en fait. On ne va pas en profondeur. C'est l'image. Alors qu'en fait, il s'agit de percevoir que nous faisons partie de tout, avec tout ce que ça implique comme responsabilité. Au début de l'émission, quand nous sommes des êtres de relation. Voilà. Marie de Henzel, je tiens à vous remercier de tout cœur pour cette 4e participation en ZTO, pour ce dictionnaire amoureux de la solitude aux éditions Plomb. Très beau livre qui pourra accompagner tous les lecteurs pendant l'été, parce qu'il est dense, mais il est en même temps agréable et assez facile à lire, parce qu'on va un peu où on veut. On n'est pas obligé de lire de la première à la dernière page, mais on peut aller un petit peu à l'inspiration. Ce livre, c'est un livre qu'on peut ouvrir, lire une entrée, et puis le lendemain on en lit une autre. On peut en lire plusieurs même. On les lit pas de A à Z, justement. Absolument. Voilà. Très bien, je vous remercie Marie de Henzel. Vos prochains projets d'écriture? Écoutez, pour le moment, je ne sais pas, mais j'ai plutôt envie d'essayer un roman, mais je ne sais pas si j'en suis capable. On verra la prochaine fois, alors, si vous le voulez bien. Merci Marie de Henzel, merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.